6 jours, pas de moteur, juste du code. Voici comment j'ai recodé Flappy Bird de zéro. Que ce soit la physique ou encore la génération des obstacles, aujourd'hui je t'explique tout. Alors installe-toi et écoute, crois-moi, ce soir tu t'endormiras un peu plus malin. Flappy Bird, c'est un jeu développé par X en 2013 et seulement 3 jours. Oh mais Nofisque, t'es trop nul, toi, ça t'a pris 5 jours. Va là-bas! À sa sortie, le jeu connaît un succès phénoménal avec des millions de téléchargements, des milliers de vidéos et rapporte 50 000 $ par jour. Ça, c'est du bon. Il était aussi sujet à des controverses entre certains le trouvant trop difficile et d'autres fun, voire addictif. Le but, passer entre des obstacles sans les toucher pour faire le meilleur score possible. Un jeu avec des règles simples, une mécanique efficace et facile à prendre en main. Avant de commencer à coder, il faut mettre quelques points clairs, à commencer par les déplacements du monde autour du joueur. Au cas où tu ne le savais pas, Flappy Bird c'est ce type de jeu où l'environnement bouge autour de toi. Je peux te donner comme exemple Jetpack Joyride et Geometry Dash. On appelle ça des auto-scrolling games. Et pour la 3D plus souvent, des auto-runners games, comme Temple Run ou Subway Surfer. Avoue que t'as kiffé l'anglais. Ce déplacement du décor s'appelle aussi un effet parallaxe. Un effet parallaxe consiste à faire défiler sur le même plan plusieurs images à des vitesses différentes. Imagine-toi passager en voiture en train de rouler sur l'autoroute. Les éléments lointains comme les nuages, eux, bougent très lentement. A contrario, quand tu regardes la route qui est plus proche de toi, tu n'arrives même pas à distinguer ce qu'il y a au sol tellement la voiture va vite. Ce phénomène est l'effet parallaxe. Il y a aussi l'avion au moment du décollage. Après, j'ai pas plus d'exemples en stock, mais n'hésite pas à en citer dans les commentaires. Maintenant que t'as le minimum requis, on va pouvoir passer au code. Nos armes, c'est le C++ et la SDL2, une bibliothèque de fonctions graphiques. Donc pas de moteur physique pour les sauts ou les collisions. Afin de travailler de manière ordonnée, on va suivre un plan dans lequel la première étape est de créer un prototype du jeu avec des SDLRect. Un SDLRect, c'est une petite structure de données avec 4 coordonnées. X, Y que j'ai défini avec ses valeurs. D'ailleurs, dédicace à tous les Ivoiriens qui regardent la vidéo. W, H qui sont respectivement la largeur et la hauteur. Il nous en faut 3. Un pour le joueur, un pour l'obstacle du haut et du bas. Après, tu te doutes bien que c'est pour faire des rectangles. Mais comme on est différent, on va faire un carré qu'on appellera Wheel. Pourquoi Wheel? Simplement parce que j'ai trouvé le nom sur internet. On va le booster un petit peu en lui ajoutant l'unique mécanique du jeu qui est le saut. Tout d'abord, on vérifie si la touche espace est pressée. Si oui, isJumping égale vrai. C'est la variable qui gère l'état saut. Et VLY devient égal à Jump Force. Bon, vu comme ça, j'avoue que c'est un peu austère. Alors pour t'aider à mieux comprendre, on va prendre iShowSpeed et un de ses nombreux backflips comme exemple. Quand il saute, il se propulse en l'air. Il applique une force qui lui donne une vitesse vers le haut. Cette vitesse n'est pas infinie et diminue petit à petit à cause de la gravité jusqu'à devenir nul au sommet du saut. Ensuite, il retombe et accélère vers le bas par cette même gravité. Dans le code, c'est littéralement la même chose. VLY, c'est la vitesse et hauteur maximale du saut. Jump Force, bon, ça je pense que c'est assez clair, mais si t'aimes pas trop l'anglais, ça veut dire force de saut. Ici, en faisant VL plus égale gravity, on simule cette perte de vitesse et la chute. Ça permet accessoirement un mouvement plus fluide entre chaque frame, ce qui, pour les yeux, est plutôt plaisant. Maintenant, tu peux te féliciter puisqu'à présent, tu sais simuler un saut avec du code. Et plus important, Will sait sauter. On va pouvoir passer aux obstacles. Au début, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui réalisait un Flappy Bird et plus particulièrement la partie pour générer un niveau infini. J'ai tout regardé, même ce qui avait aucun rapport avec les obstacles. Il expliquait super bien et avec de l'humour en plus. Ça m'a permis de comprendre leur fonctionnement et d'autres choses qui m'ont pas tellement servi. Il utilisait OLC, une bibliothèque de fonctions orientée terminale. Ce n'était pas la même que moi, mais le principe restait le même. Son code était disponible sur GitHub, alors je l'ai copié et adapté à ma librairie. Il ne reste plus qu'à lancer et observer le défilement. Bon, comme tu peux le voir, ça marche pas trop. Donc j'ai essayé de corriger. Encore et encore. Pendant de longues heures, j'ai essayé des choses qui ne menaient à rien. J'étais vraiment fatigué d'écrire dans le vide, à tenter de résoudre un problème que je comprenais même pas vraiment. J'ai même failli abandonner et partir sur un nouveau projet. 2 jours plus tard, je repars avec un esprit plus clair et j'efface tout. En cherchant comment réaliser des obstacles, je suis tombé sur un code fonctionnel. Mais j'aimais pas son implémentation, alors je l'ai supprimé à nouveau et réécrit le mien. Voici comment je m'y suis pris. J'ai d'abord défini une classe pipe. Dans celle-ci, on crée une fonction qui génère un obstacle tous les 350 pixels. Lors de la création, la position X est initialisée à la largeur de l'écran afin qu'il apparaisse hors champ, prêt à défiler vers la gauche. Pour obtenir des hauteurs aléatoires, j'utilise la fonction rand. Même si elle semble complexe à première vue, le principe est simple. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se trouve entre ces parenthèses. Dans ce cas, une contrainte est ajoutée pour limiter la valeur à un intervalle de 0 jusqu'à un certain calcul. Ce calcul permet de s'assurer que les obstacles ne soient ni trop haut ni trop bas afin de garder un passage réalisable pour le joueur. Une fois l'obstacle initialisé, il est ajouté à la liste des éléments affichés. Ensuite, à chaque frame, sa position est décrémentée de -3 pixels pour simuler un mouvement vers la gauche. Lorsqu'un obstacle sort entièrement de l'écran, il est supprimé et un nouveau est généré. À présent, on peut observer un vrai défilement. Si c'est pas magnifique ça. Pour les collisions, c'était pas trop compliqué. Il y avait une fonction qui s'occupait de ça et vérifie s'il y a un contact entre Wheel et l'un des tuyaux. Si c'est vrai, on quitte le programme. Faut qu'on puisse s'occuper de la gestion du score aussi. Et pour savoir si on a passé un obstacle, on vérifie cette condition. En fait, on regarde si la position X de Wheel a dépassé la largeur de l'un des tuyaux. Dans ce cas, on ajoute +1 au compteur qu'on affiche une fois la partie terminée.
Au moment où je fais le script, je sais pas si j'ai déjà ajouté les textures, même si je pense que c'est déjà le cas. Au point où on en est, le jeu est pratiquement fini. Pour les plus curieux d'entre vous, le code est déjà disponible sur GitHub. Avant que je te laisse avec le jeu final, si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, commenter et laisser un like. Si t'es resté jusque là, c'est que ce que je fais t'intéresse un minimum. Au cas où c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, sache que je fais principalement du game dev, où j'explique le fonctionnement de A à Z comme dans cette vidéo. Après, il peut m'arriver de m'excentrer un peu, comme avec ma dernière vidéo sur les serveurs. Pour la suite, on continue sur la même lancée. Du from scratch et des mal de crâne. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était NoFaceCode.